Là, c'est ça pas. marche. Ah voilà, ça y est. Ça y est, démarrage. Ok, bravo, c'est super. Et donc la dernière fois, ça remonte à loin déjà, non? Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Ben, on était en train de te dire, tu as commenté ton texte sur les deux vérités contradictoires. Ah oui, ouh là là, ça c'était du praliné. Ah, Oui. c'est génial, ça. On confirme. Et donc les deux vérités, elles sont contradictoires ou pas? Bah oui. Elles sont contradictoires, ok, elles sont contradictoires parce que... Différente et qu'elle n'a pas de base Voilà. voilà. Pas de base commune. Alors, pas de base commune. Bravo, Voilà. elles sont différentes et sans base commune, il n'y a pas de base commune, ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans l'univers qui puisse être à la fois une vérité ultime et une vérité relative, vous êtes d'accord? Ouais. Très bien, donc ça veut dire que quand on médite sur la vacuité de la vérité ultime, la vérité ultime a une vérité ultime, donc elle devient une vérité conventionnelle. Oui. Oula. Oui, oui. Ah, Elle a une existence Oui, de toute conventionnelle. façon, Elle a elle une existence. est établie par le conventionnel, de toute façon. Ce n'est pas une vérité conventionnelle, mais elle a Alors, une existence conventionnelle. c'est pas ma question. La question, C'est quoi? ma question n'est pas de savoir si la vérité ultime a une existence conventionnelle. Ma question, c'est quand vous méditez sur la vacuité de la vérité ultime, donc sur la vacuité de la vacuité a une vérité ultime et donc elle devient du coup une vérité conventionnelle. Non. De toute façon, non. Le début, ça va pas là. La fin, ça va, mais le début, ça va pas. La fin va pas. La fin ne va pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas méditer sur la vacuité de la vacuité. On peut. Ah, on peut. Si on De veut. façon conventionnelle. On a du temps à perdre, on peut. Parce que le danger, c'est de comprendre vérité ultime comme étant vérité absolue, ouais, comme dans certaines traductions. Ah, forcément. Ça, Et donc, c'est très mal. et ça, c'est mal. Et donc, ça veut dire qu'on va se dire, bah, la vérité ultime, si c'est une vérité absolue, à ce moment-là, c'est un absolu, c'est un existant indépendant. Et donc, pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'on fait? On médite sur la vacuité de cette vacuité. La vacuité. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend que cette vacuité a une existence conventionnelle, n'a pas d'existence absolue. Vous êtes d'accord? oui. Ok. Et donc, quand on médite sur la vacuité de cette vérité ultime a une vérité ultime, puisque chaque phénomène a deux natures, une nature conventionnelle et une nature ultime. Oui. Et donc, c'est-à-dire que la vérité ultime a une vérité ultime et est une vérité ultime. Donc, il n'y a plus de vérité conventionnelle dans ce cas-là. Qu'est-ce qui s'embrouille là? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, mais de façon conventionnelle. Alors, tout ce qu'on évoque là, c'est uniquement au sens conventionnel. Hein. Parce qu'au sens ultime, on ne peut rien affirmer. Ouais. On ne peut rien nier, rien affirmer au sens ultime. Ouais. Au sens conventionnel. Est une vérité ultime. Point barre. Voilà. Mais quand on médite sur la vérité ultime de cette vérité ultime, elle ne devient pas du coup une vérité conventionnelle. Non. Ah, donc il y a vérité ultime et sa vérité ultime, mais il n'y a plus de vérité conventionnelle. Ah, donc ça, c'est une question qui est largement débattue. Ouais. Et donc, je vous avais indiqué The Two Truths de Guy Newland la dernière fois. Et justement, dedans, il évoque cette question et il a posé la question à sa sainteté Dalai Lama. Il dit que à ce moment-là, dans ce cas précis, quand on médite sur la vacuité de la vacuité, eh bien, on médite sur la vérité ultime de la vacuité. Et donc, du coup, la vacuité devient, dans ce contexte, une vérité conventionnelle. Ouais, je bien le Dalai Lama, hein, parce que. Très bien. Donc, c'est son avis à lui. Peut-être que d'autres auraient un avis différent. Donc, c'est à vous de forger votre propre avis. Ouais. On peut méditer sur quelque chose qui a une existence conventionnelle sans que ce soit une vérité conventionnelle. Tout à fait. Mais de façon conventionnelle. Voilà. Parce que le grand et noble Acharya Chandrakirti dit, selon le Bouddha, et donc c'est le Bouddha qui le dit, chaque phénomène a deux vérités, a deux natures. Ouais, une table a une nature conventionnelle et une nature ultime. Nous avons une vérité conventionnelle, une vérité ultime, etc., etc. Ouais. Et donc, la vacuité, quand on médite sur la vacuité de la vacuité, on médite sur la nature ultime de cette vacuité. Et donc, du coup, cette vacuité devient une nature conventionnelle. Voilà, ça veut dire que cette vacuité, quand on médite la vacuité de la vacuité, cette vacuité donc devient une base commune entre vérité conventionnelle et vérité ultime. Et donc, les deux vérités ne sont plus contradictoires. Tu n'avais pas dit que c'était coétabli la dernière fois? Non, ça fait mal.
Ok, donc là, vous voyez sur les esplanades des débats, hein, sur tous les monastères, les grandes universités monastiques, Kagyu, Sakya, Nyingma, Gelug, Bonn aussi, toutes ces universités monastiques débattent sur ces questions aussi. Ouais, ok. Et donc, en effet, qu'est-ce que tu disais, Pascal? Tu avais parlé de co-établi la dernière fois? Oui, ce sont des contradictoires qui subsistent ensemble. Ouais. Ce ne sont pas des Pas contradictoires. co-extensif, mais co-établi. Alors, qui subsistent, qui subsistent ensemble. C'est ça. Ouais, elles sont contradictoires, mais elles subsistent ensemble. Ouais. Oui. Au contraire, c'est ça. Hein? Elles sont une même entité. Et elles sont une même entité. Voilà, très bien. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça qu'elles peuvent subsister ensemble, parce qu'elles sont une même entité. Ouais, ça vous parle? Tout à fait. Ok, très bien. Et donc là, on doit avoir aussi les deux vérités, une ou distinctes. Ok, donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc l'idéal peut-être, vu qu'on n'a pas de groupe de discussion, enfin moi je ne participe pas au groupe de discussion du programme Analanda, peut-être qu'on aura les deux vérités presque toutes les semaines pour avancer un peu. Ah, très bien. Ok, oui. Super. On commencerait à connaître l'esprit fin mars et Oui, oui. si c'est que tous les 15 jours, on aura du mal à y aller. Ouais. Donc Oui, je vous oui. propose de faire à peu près toutes les semaines. Ouais. Oui, oui, oui. Ok, super. On est preneur, ouais. Voilà, comme ça on peut avancer un peu, c'est super, sans trop zapper des points importants. Et donc là, il y a les deux vérités, une ou distinctes. Est-ce que les deux vérités sont une ou distinctes, une ou différentes? Elles sont différentes. Elles sont différentes. Ouais. Très bien. Ok. Mais le fait d'être différent, est-ce que ça implique d'être des entités différentes? Non, hein, comme on l'a dit, elles sont une même entité. Ouais. Donc, je vous avais promis de voir un texte aussi par rapport à ça. Donc, on va voir ça. Donc, on va voir ça. Ça, c'est très important. On voit ça aussi dans The Two Truths de Guy Newland, qui en parle et dit qu'il y a plusieurs types de conséquences à l'absurde. Les deux vérités seraient soit une, soit des entités distinctes, des entités différentes. Ouais. Donc là, c'est Jeffrey Hawkins qui reprend une partie de Drupta Chammo de Jamyang Shepa dans un bouquin sur la vue de la Tsongkhapa. Ouais, dans Tsongkhapa's Final Exposition of Wisdom. Et cette partie-là, on la retrouve aussi dans le grand livre sur les écoles philosophiques de Kunkian Jamyang Shepa, ouais, le Drupta Chammo, qui est traduit aussi par Jeffrey Hawkins dans Maps of the Profound. Ok, donc là, c'est une petite citation, donc ça fait juste quelques lignes, hein, on peut voir ça si vous voulez. Ok, par conséquent, les deux vérités sont une entité et différents isolats, ça vous le savez. Ouais. Ok, très bien. Ok, il y a un écho, je sais pas où est-ce qu'il y a un écho, mais il y a peut-être un micro qui est trop fort, ça fait un écho, je sais pas où. Ok, très bien. Et donc, une entité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, une entité? Enfin, deux phénomènes sont une entité? Une même entité, tu veux dire? Ouais, une entité, une même entité, ouais. Ouais, j'aurais dû mettre une même entité, mais en tibétain, c'est ngorochik. Ils mettent pas même. Ouais, c'est perdu qui met même. C'est Mais c'est des phénomènes différents qui apparaîtraient ensemble à une conscience non contredite, simultanément et non séparés. À la même conscience. Voilà, exactement. À la même conscience, oui, à la même conscience. Si deux phénomènes pouvaient apparaître, ils n'apparaîtraient pas séparément à cette même conscience. Ouais? Ok, très bien. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ah, on l'a vu des milliards de fois et j'exagère à peine. Et deux isolats. Deux isolats, c'est quoi un isolat? Alors ça, Excuse-moi, je dis pas juste une chose. Oui. On dit une même entité, donc c'est des phénomènes qui apparaissent à une même conscience simultanément. C'est pas aussi la définition de phénomène équivalent? Alors, quelle va être la différence? Ah, c'est une bonne question, ça. mais équivalence, c'est conceptuel. C'est une bonne question. Oula, Ça veut ça veut dire dire quoi, ça? ça veut dire que si deux phénomènes sont équivalents, ils doivent nécessairement être une même entité. Oui, Ouais. mais c'est Mais conceptuel. si deux phénomènes sont une même entité, ils ne sont pas nécessairement équivalents. Tout à fait. Ouais. Par exemple,
En effet, par exemple, les deux vérités sont contradictoires, ouais. Et Oui. si c'est contradictoire, ça ne peut pas être équivalent, ouais. Oui. Ouais. Donc les deux vérités sont contradictoires, mais une même entité. Par contre, si c'est équivalent, c'est nécessairement une même entité. Mais si c'est une même entité, c'est pas nécessairement équivalent. Ça peut être 3 possibilités, 4 possibilités, Oui. etc. Ok. Ah, bravo! Ok. Ouais. Ouais, par exemple, existant et non-soi sont une même entité, ouais. Mais non-soi est plus vaste qu'existant. Ouais, ils ne sont pas équivalents. Oui. Ouais. Très bien, bravo. C'est une excellente question. Très bien. Et donc, des isolats, vous savez ce que c'est, ouais. Par exemple, l'isolat de produit, qu'est-ce que c'est? Alors oui, c'est... Un avec produit, c'est ça? Ah, ça veut dire que 1 avec produit serait l'isolat de produit. Le produit, c'est tous. Non, ça ne va pas. Puis 1 avec produit est différent de produit. Donc 1 Oui, avec oui, produit ne peut différent. pas être l'isolat de produit. Ouais. Non. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qui est l'isolat de produit? C'est produit. Oui. Ok. Pourquoi? Parce que seul produit dans l'univers est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec produit. Oui, c'est Ouais. ça, c'est l'opposé de ce qui n'est pas. Oui, l'opposé de ce qui est. Ouais, très bien. Ok. Par contre, produit n'est pas le seul phénomène dans l'univers à être l'opposé de ce qui n'est pas produit. Oui. Ouais. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui serait aussi l'opposé de ce qui n'est pas produit? Impermanent. Impermanent, exactement. Impermanent est l'opposé de ce qui n'est pas produit, parce qu'impermanent est produit. Ouais. Mais seul produit est l'opposé de ce qui n'est pas un avec produit. Ouais, ça joue. L'opposé de ce qui est pas. Ça veut dire que là, ce sont des isolats conceptuels. Ça veut dire que seul produit est indistinct conceptuellement avec produit. Ouais. Et seul impermanent est indistinct conceptuellement avec impermanent. Ouais, donc c'est la conception qui permet de faire cette distinction ici, hein, des isolats. C'est la conception. Oui. Ok, très bien, exactement. Donc ça, c'est très important. Très bien, donc si les deux vérités sont différentes, sans même une identité de nature, donc sans être une même entité, si c'était des entités séparées, eh ben, ce serait comme une table à gauche et une chaise à droite. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, il s'ensuit que, là, c'est la première conséquence à l'absurde, ce sont les conséquences à l'absurde. J'ai enlevé les crochets avec absurdement, puisqu'on sait que ce sont des erreurs. Il s'ensuit que l'absence d'existence réelle de la forme ne serait pas le mode ultime d'existence de la forme. Ouais, ça c'est bon. Ouais. Si la table et sa vacuité étaient séparées, vous auriez la table dans le temple et sa vacuité à l'extérieur, dans le jardin. Ouais. Par exemple. Ouais. Et donc, ça veut dire que l'absence d'existence réelle, donc la vacuité d'existence inhérente de la table, ne serait pas le mode ultime de la table. C'est ça, oui. Ouais, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Ok, bravo. Ensuite, l'autre conséquence à l'absurde, il s'ensuit que la réalisation de l'absence d'existence réelle de la forme ne peut pas, oui, ne doit pas, ne peut pas éliminer par sa force l'appréhension de signes d'existence réelle de la forme. Ça veut dire que si la vacuité et la table étaient séparées, vous pouvez méditer des aires cosmiques entières sur la vacuité de la table, ça n'abandonnerait pas, vous n'abandonneriez pas votre saisie d'existence inhérente de la table. C'est ça, oui. Ouais. C'est-à-dire que vous continueriez, même si vous méditiez, même si vous réalisez directement de manière yogique la vacuité de la table, ça n'enlèverait pas l'ignorance par rapport à la table. Parce que la vacuité de la table et la table seraient séparées. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo. Très bien. Il s'ensuit ensuite que la méditation des yogis des voies supérieures n'a pas de sens. Ouais, parce que ça servirait à rien d'être un arya. Ouais. Ça n'aurait aucun sens. Donc ce sont des corrélats ici. Bien sûr qu'il y a d'autres conséquences à l'absurde dans d'autres textes, hein, mais là, ce sont les 4 mentionnés par Dhyana-Rinpoche. Ensuite, il s'ensuit que même un Bouddha n'a pas... Allô? Oui. Ouais, ça fait un écho. Ok. Il s'ensuit que même un Bouddha n'a pas abandonné tous les liens de l'appréhension de signes d'existence inhérente et les souillures de l'appropriation d'états nocifs. Donc, l'appropriation d'états nocifs, ça veut dire être dans le samsara, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est une façon très technique pour Dhyana Rinpoche de parler de ça, de s'approprier des agrégats contaminés, etc. Ok, ça veut dire qu'un Bouddha n'aurait pas abandonné la saisie d'existence inhérente de la table
même s'il a réalisé la vacuité de la table, puisque la vacuité de la table et la table seraient des entités séparées. Oui. Donc, ce sont des conséquences absurdes. Et là, il y a un mot important, il y a etc. Ça veut dire que vous pouvez aussi former vos propres conséquences à l'absurde, du fait que les deux vérités seraient séparées. Ouais. Ok. Et donc, ça veut dire que les deux vérités ne sont pas des entités séparées, sont une même entité. Ouais. Mais il faut bien comprendre ce que veut dire être une même entité. Le fait d'être une même entité ne veut pas dire le fait d'être un. Ouais. Donc, c'est pourquoi dans le Sutra du cœur, ouais, dans le Hridaya Sutra, il y a la mention de la forme vide, le vide et la forme, etc., etc. Ça veut dire que la forme et la vacuité sont une même entité. Ça ne veut pas dire que la forme et la vacuité sont une. Ouais, parce qu'elles ne sont pas une, elles sont différentes. Et plus que différentes, elles sont contradictoires. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, le danger, c'est de se dire, puisque les deux, la forme est vide, le vide est forme, etc., donc elles sont une même entité, le danger, c'est de se dire, elles sont une. Ouais. Et donc, c'est ce que dit ici la suite du texte. Ici, les deux vérités étaient une, de telle sorte que même leurs isolats seraient individuellement indifférenciables. Voici les conséquences à l'absurde. Ouais, ça veut dire que si c'était le même isolat, si elles étaient indistinctes, même pour la conception. Ouais. À ce moment-là, il s'ensuit qu'une fois les conventions erronées, donc les conventions factices, etc., les karmas contaminés au masculin pluriel, et les facteurs mentaux afflictifs abandonnés, une fois que tout ça est abandonné, la vacuité aussi serait abandonnée. Ça veut dire que si, on pourrait dire, si la table et sa vacuité étaient une, ça voudrait dire déjà que vous pourriez poser une tasse sur une simple absence, que... Il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. On va essayer de. Il y a un écho très fort, ouais. On coupe le si la table et sa vacuité étaient une, ça veut dire étaient indivises au sens même conceptuel, même au sens de leur isolat, ça veut dire qu'elles seraient parfaitement une. Ouais, elles n'auraient aucune distinction même conceptuelle. C'est-à-dire que vous détruisez la table, et ben sa vacuité, en effet, sa vacuité disparaît. Ok, alors attendez. Ok. Il en est de même pour l'ultime. Ça veut dire que il faudrait abandonner l'incité aussi. C'est-à-dire que l'incité serait un objet d'abandon aussi. Puisque les afflictions sont des objets d'abandon, leur vacuité serait un objet d'abandon. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Allô? Oui, mais on a coupé le micro. Ah d'accord, ok. Ok, très bien. Ok, il s'ensuit, donc seconde conséquence, il s'ensuit qu'à l'instar des vérités voilées, il y a un crochet, mais où est-ce qu'il se termine? Je ne sais pas. Qu'à l'instar, il faudrait que je l'enlève le crochet. Il s'ensuit qu'à l'instar des vérités voilées, donc des vérités conventionnelles mais qui sont obscurcissantes, l'ultime a des aspects différents, dissemblables. Ça veut dire qu'une table peut avoir une couleur orange, une forme carrée, etc. Un coussin, une couleur rouge et une forme ronde, etc. Pour la vacuité, ce serait la même chose. Elle aurait des aspects disparates, ouais, dissemblables, comme exactement les vérités voilées. Ouais, puisque les vérités voilées, les vérités ultimes seraient une, et ce n'est pas le cas. Ouais, donc c'est une autre conséquence à l'absurde. Ensuite, il s'ensuit que, de même que les vérités voilées sont erronées, ouais, elles sont fausses dans le sens où elles sont erronées, elles donnent l'apparence d'existence inhérente, mais sont dénuées d'existence inhérente, ouais. Pour les perceptions directes, elles se montrent d'une manière tout en existant à l'opposé de leur mode d'apparence. De même, la vérité ultime serait susceptible d'être teintée de souillure. Ça veut dire que la vérité ultime serait fausse, elle aussi. Elle se montrerait d'une manière tout en existant de manière opposée à son mode d'apparence. Ouais. Donc là, bien sûr, on parle de perception directe, parce que pour la conception, la vacuité, quand vous pensez à la vacuité, à la conception, la vacuité apparaît comme si elle existait de manière inhérente à cette conception. Mais elle n'existe pas de manière inhérente. Ouais. Par contre, pour une perception directe, la vacuité doit se montrer telle qu'elle. Ouais, elle se montre exactement telle qu'elle est. Donc, elle ne peut pas être fausse, la vacuité. La vacuité est bien une vérité ultime. Elle est vraie dans ce sens-là, exactement comme sa sainteté Dalai Lama, il est vrai. Ouais, vous connaissez Paul Ekman. Paul Ekman, c'est un psychologue. Ou en tout cas, c'est l'homme à qui personne ne peut mentir. Paul Ekman, il est très, très célèbre dans le monde entier pour ses recherches sur les micro-expressions. Ouais. Donc,
il est vraiment spécialiste sur les émotions, sur les micro-expressions, et il a dit plusieurs fois, en tout cas au moins une fois, je l'ai vu, j'ai lu ça, il a dit que sa sainteté, c'était la personne la plus vraie qu'il ait pu connaître. Parce que sa sainteté Dalai Lama est exactement tel qu'il est en public, en privé, etc., etc. Parce que Paul Ekman arrive à voir les micro-expressions. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que sa sainteté se montre exactement tel qu'il est. Donc, il est vrai. Et bien, la vacuité, c'est pareil. La vacuité se montre à une perception directe exactement telle qu'elle est. À la perception yogique, elle se montre exactement telle qu'elle est. Donc, elle est vraie. Ouais. Et si la vacuité était une avec les vérités voilées, qui elles sont fausses, eh bien, la vacuité serait fausse, elle aussi. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Ok. Il s'ensuit que même les êtres ordinaires sont capables d'appréhender l'ultime de manière manifeste. Ça, c'est facile. Ça veut dire que si la vacuité et la forme étaient une, en percevant une table, on percevrait sa vacuité. Donc, on serait des Aryas depuis toujours. Ouais. Ok, il s'ensuit que même les êtres ordinaires donc, seraient capables d'appréhender l'ultime de manière manifeste. Ce serait facile. La vacuité serait un phénomène manifeste. Ouais. Il n'y aurait pas besoin d'analyser, de se prendre le chou, et étudier les deux vérités à 8h30 le vendredi matin, etc. Ok, et là, il y a aussi etc. Ça veut dire qu'il y a d'autres conséquences qui peuvent être adressées, ouais, qu'on trouve dans les textes et que vous pouvez essayer de trouver aussi. Eh bien, par conséquent, bien que les deux vérités soient ontologiquement indifférenciables, ça veut dire que du point de vue de leur nature, c'est une même entité, une même nature, une même essence, en tant que vide d'existence réelle, ouais, elles sont établies comme différentes au regard de leurs isolats, qui sont leurs bases de dépendance. Ouais. Ça veut dire que les deux vérités sont des isolats différents, tout en étant une même nature, une même entité. Ouais. Ok, donc c'est ce qu'on entend quand on dit une même entité, des isolats différents. Ah, c'est magnifique ce texte, donc je le mettrai aussi sous la vidéo. Ouais. Très bien, super. Donc là, on a évoqué ce passage-là, les deux vérités une ou distinctes. Ouais, c'est assez facile, ouais. Ouais, ok. Et donc, c'est pourquoi ici, vous avez à la page 201, le deuxième paragraphe, il dit les deux vérités ne sont pas une seule chose, ce sont deux vérités, deux phénomènes, deux natures qui sont une même entité. Ouais. Cela, on peut le prendre littéralement, il n'y a pas besoin de l'interpréter. Ouais. Donc, parce que dans le Sutra du cœur, quand on dit le vide des formes, la vacuité, la forme et la vacuité, etc., il faut l'interpréter d'une certaine manière. Ça veut dire qu'elles ne sont pas des entités séparées. C'est ça que veut dire le Sutra du cœur. Il ne dit pas qu'elles soient une. Ouais. Okay. Et en bas de cette page-là, Geshe Dreyfus parle du Sangye Nyemo Tienma, mais je n'ai pas trouvé le texte. Je l'ai pas trouvé, donc je ne sais pas de quel il parle. Il y a plusieurs textes qui parlent de ces conséquences à l'absurde. Il y a le Samdi Nirmochana Sutra. Donc peut-être que ça renvoie à ce texte-là, c'est possible. Ok. Très bien. Très bien. Et ensuite, en bas de la page 202, où il dit on divise l'ensemble des phénomènes en deux vérités. Ouais, ça veut dire que la base de division, c'est les connaissables, les phénomènes. Ouais, ça veut dire que la vérité ultime est inconnaissable, est un phénomène. Ouais. Parce que, par exemple, certains maîtres du passé au Tibet et peut-être même en Inde disaient que la vacuité était au-delà de toute pensée. Ouais, c'était une pensée apophatique, un peu comme les apophatiques théistes qui disent que Dieu est tellement élevé, tellement au-delà de tout qu'on ne peut même pas l'envisager, qu'on ne peut même pas y penser. Ouais. Et donc, certains ont dit que la vacuité n'était pas connaissable. Ouais. Parce que si on réalisait la vacuité à l'issue d'une analyse ultime, eh bien, la vacuité aurait une existence ultime. Et comme rien n'a d'existence ultime, pas même la vacuité ne peut être certifiée à l'issue d'une analyse ultime. Et donc, elle est inconnaissable. Et donc, pour contrecarrer ça, chez les Gelugpa, on dit la vacuité, c'est un espace connaissable. Elle n'est pas inconnaissable, I-N-C-O-2-N. Elle peut être connue, ouais, c'est inconnaissable, ouais, c'est un phénomène qui est observé par une cognition valide. Et justement, ces maîtres disaient, mais si elle est observée par une cognition valide, c'est quelle cognition valide? Une cognition valide ultime. Et donc, cette vacuité aurait une existence ultime. Comme elle n'en a pas, elle ne peut pas être observée par une cognition valide ultime. Elle ne peut pas être connue par une cognition valide ultime. Elle ne peut être connue par aucune cognition valide. Et donc, vous savez que si ce n'est pas connu par une cognition valide, ça n'existe pas. Ah. Mais alors, comment on définit la cognition valide ultime? Parce que ce n'est pas une cognition duelle. Elle est non dualiste.
C'est ça. Ouais. Ouais. Elle est non dualiste, tout à fait. Et donc c'est tout. C'était parce que c'était un objet de cognition, enfin voilà, il faut forcément qu'elle soit non duelle, cette cognition valide. Oui, tout à fait. Parce que, mais en même temps, ouais, c'est ça qui est intéressant parce que on voit, par exemple, la définition d'une vérité ultime chez les Chittamatrins. On avait vu ça il y a quelques ères cosmiques par le passé. On avait vu que la définition d'une vérité ultime chez les Chittamatrins, c'est ce qui est observé directement par une cognition valide directe, en l'absence d'apparence dualiste. Et donc, dans un commentaire sur les écoles philosophiques de sa sainteté Dalai-Lama, mais qui n'existe qu'en tibétain, je crois, il dit que on peut l'appliquer au Madhyamika aussi. Voilà. Ouais, on peut l'appliquer au Madhyamika. On pourrait dire, les Madhyamika aussi pourraient dire, la vacuité, ou la vérité ultime, c'est ce qui est observé par une perception directe en l'absence d'apparence dualiste. Pourquoi pas? Ça joue aussi, ouais. Exactement. Très bien. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a une cognition valide qui est non dualiste qu'elle est une réalisation directe de la vacuité. Ouais, parce que pour les Prasangika, oui. Pas possible. Et encore, pour les Prasangika, pas nécessairement. Parce que pour les Prasangika, on va dire que même une cessation, une vraie cessation, est observée par la réalisation yogique directe de l'Arya. Il perçoit la vacuité directement, mais aussi la vraie cessation que cette vacuité permet d'établir. Ouais. Mais cette vraie cessation n'est pas la vacuité d'existence inhérente. Ouais. Elle est vide d'existence inhérente, mais elle-même n'est pas la vacuité d'existence inhérente. Donc, et pourtant, c'est observé aussi de manière non dualiste. Donc ça, c'est intéressant. Et pour les autres écoles, les écoles non prasangika qui acceptent l'autocognition, Swasambvedana, l'autocognition, la définition même, enfin la description d'une autocognition, c'est qu'elle perçoit directement la conscience de manière non dualiste. Ouais, donc dans ce cas-là, c'est pas parce que c'est une cognition valide qui réalise quelque chose de manière non dualiste que c'est une réalisation directe de la vacuité. Parce que pour les Sautrantika, les Chittamatrins, il y a l'autocognition, mais cette autocognition ne réalise pas une vacuité, elle réalise une conscience. C'est ça, oui. Ok, très bien, très bien. Ok. Et donc ici, il dit, on divise l'ensemble des phénomènes en deux vérités. La distinction, en effet, n'est pas ontologique, mais néanmoins, il y a une implication ontologique. C'est que tous les phénomènes qui existent, donc tous les phénomènes, sont soit vérité ultime, soit vérité conventionnelle. Ouais. Donc ce n'est pas purement épistémologique. Ouais, c'est ce que dit Gary Newland aussi. Il dit que les deux vérités, la distinction des deux vérités n'est pas la simple perspective. Ouais, parce que certains ont essayé. Certains ont dit, par exemple, je crois que Dolpopa dit ça. Je crois, mais il faudrait vérifier si c'est bien lui qui dit ça, que les deux vérités, c'est juste deux perspectives par rapport à un même objet. Donc, soit on la réalise par une cognition valide conventionnelle, donc c'est la table, soit on la réalise par une cognition valide ultime et ça devient une vacuité. En fait, ici, dans notre contexte à nous, c'est pas le cas. C'est pas simplement deux perspectives, les deux vérités. Ce sont deux phénomènes, deux objets de ces deux perspectives. Ok. Donc, ce n'est pas purement épistémologique, dit Geshe Dreyfus. Par exemple, on ne peut pas dire que c'est le même objet qui est vérité ultime vue d'une façon et vérité conventionnelle vue d'une autre façon. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Eh bien, ce n'est pas le même objet, ce sont deux objets différents. Les deux objets ne sont pas séparés, par contre. Ouais, ils ne sont pas séparés, ce sont deux objets qui sont une même nature. Bravo. Et ensuite, il dit, c'est ce qu'on appelle dans Dura, Ngowochik la Dorpa Tade. Ouais. Ngo, c'est N-G-O-W-O. Peut-être même que moi j'ai corrigé, mais je ne sais plus ce qu'il y avait marqué en dessous. Au lieu du deuxième O, c'était autre chose. Je ne sais pas comment c'est marqué chez vous. Et, voilà, normalement, c'est Ngo, N-G-O-W-O. Ensuite, Chik. Ensuite, il y a un espace, là. Et après, c'est Dorpatade. Ouais, ça veut dire une même entité ou une même nature. Littéralement, c'est une même entité. Ngo, c'est entité, ouais. Mais un isolé différent ou des isolats différents. Il faudrait le traduire comme ça, mais des isolats différents. Ouais. Isolé, isolat signifie une identité conceptuelle différente. Ouais. Ça, vous le savez déjà. Très bien. Waouh, c'est super. Ok. Et donc, ensuite, donc ça, tout ça, vous l'avez parfaitement compris. La corrélation qu'il y a entre les deux vérités. Ouais. Ce sont une même nature et des isolats différents. Et on a vu les conséquences à l'absurde du fait d'affirmer le contraire, du fait de dire que ce serait un même isolat ou des natures différentes. Ouais. Ok.
Et donc ensuite, il parle de vérité ultime véritable et vérité ultime figurative. Et donc ça, on l'avait étudié aussi pendant le basic programme. Ça veut dire qu'une conscience qui réalise la vacuité, cette conscience est un ultime, mais c'est pas une vérité ultime, ouais, c'est une conscience ultime. Ouais. Et il y a aussi des vérités ultimes figuratives, ça veut dire quand on comprend la vacuité d'existence inhérente de manière conceptuelle. Dans ce cas-là, c'est un peu figuratif, c'est un peu métaphorique d'une certaine manière. Ouais. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on étudie dans les tantras supérieurs. Ouais. Dans la phase de perfection, quand il y a la claire-lumière figurative ou métaphorique, et la claire-lumière véritable, ouais, ou la claire-lumière objet. La claire-lumière objet, ouais, exactement. C'est un peu le même principe, ça veut dire que vous avez la claire-lumière figurative qui est la conscience la plus subtile, ouais, la conscience la plus subtile qui est décrite dans toutes les écoles tibétaines. Et cette conscience la plus subtile, soit elle réalise conceptuellement la vacuité, soit elle la réalise directement. Donc si c'est conceptuel, c'est une claire-lumière figurative ou métaphorique. Ouais. Et si elle réalise directement la vacuité, à ce moment-là, ce n'est plus métaphorique, c'est la claire-lumière véritable, on pourrait dire. Ok. Là, c'est un peu le même principe d'une certaine manière. Ouais. Ok, très bien. Et donc là, il dit, ça c'est très important ce qu'il dit. Ok. Il dit en bas de la page 103, il parle de dans cet exemple ici, là, de la vérité ultime, la vacuité, qui serait soit une négation affirmative, soit une négation non affirmative. Ouais. Oui. Vous avez déjà la définition d'une négation. C'est ce qui... Attends. Ouais, ben non, je ne sais plus. Dis-le. Alors, c'est ce qui est réalisé au moyen de l'exclusion explicite de son objet de négation par la conscience qu'il appréhende. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Ah, de tête. Wow. Oui, de tête, bien sûr. J'ai mes notes. Répétez, je reprends. Ce qui C'est la réalise... définition donnée par Lama Tsongkhapa. Exactement, ce qui est réalisé au moyen de l'exclusion ou l'élimination explicite de son objet de négation par la conscience qu'il appréhende. Hein. Très bien, c'est la définition donnée par Lama Tsongkhapa qu'on avait étudiée dans les écoles philosophiques. Il dit, en fait, littéralement, il ne met pas explicite, mais c'est pas grave, nous on le rajoute. Et donc la définition finale, c'est et donc on rajoute ça veut dire qui est réalisé de manière avec une exclusion explicite, une élimination explicite. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Et même certains vont dire, par exemple, dans Knowing, Naming and Negation de Anne Klein, c'est un magnifique livre exceptionnel qui dit que normalement l'idéal ce serait de rajouter par une conscience conceptuelle qu'il appréhende, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok. Non, bien sûr, il y a d'autres définitions données par différents maîtres dans différents textes. Par exemple, dans le Sedura, dans le Dura de Drupung Gomang, c'est assez similaire, ouais. C'est voilà, c'est assez similaire. C'est ce qui doit être réalisé au moyen de l'exclusion, de l'élimination explicite de son objet de négation. Ouais. Okay. Ouais. Par la conscience qui le réalise explicitement. Ouais. Donc, mais c'est assez similaire. Ouais. Il y a juste des petits détails qui peuvent changer d'une définition à l'autre. Mais il faut bien comprendre qu'en effet, la vacuité est une négation, une simple absence. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Que c'est plus qu'une négation, c'est une négation non affirmative. Ouais. Donc, mais ce qui est bien ici, c'est que Geshe Dreyfus dit qu'elle peut être comprise selon un mode affirmatif. Ouais, par exemple, dans le Dzogchen, c'est ce que dit sa sainteté dans Méditation sur l'esprit et dans The Gelug Kagyu Tradition of Mahamudra. Donc, c'est le même enseignement, en fait, qu'il a donné sur le Mahamudra du Panchen Rinpoche. Donc, il parle beaucoup du Dzogchen, il fait des comparaisons avec le Dzogchen. Et il dit, en effet, que du point de vue conventionnel, par exemple, dans la lampe de la certitude de Jumipam, il dit conventionnellement, en effet, la vacuité est une simple négation. Conventionnellement, au sens conventionnel, au sens temporaire. Ouais, c'est la négation de Arianagarjuna, Charachandrakirti, c'est la même négation qu'on voit ici. Et il dit au sens ultime, à ce moment-là, ça va être, ce n'est pas une négation
non affirmative, c'est une négation affirmative. Pourquoi? Parce que ça doit être la vacuité de Rigpa, ça doit être la vacuité de l'esprit subtil, ouais, celui qui se manifeste à la mort, etc. C'est cette vacuité-là, ouais, c'est la vacuité de l'esprit. Donc les deux sont vus de manière indissociable. Ouais. Et donc dans ce cas-là, il y a une affirmation, Rigpa, et il y a une négation, la vacuité. Donc c'est une négation affirmative. Ouais. Mais c'est pas très grave en fait, heureusement d'ailleurs. C'est pas très grave, c'est ce qu'il dit ici. Il dit que c'est juste une façon de pratiquer la vacuité. Ça ne veut pas dire que la vacuité de Rigpa chez l'Enigmapa serait une vacuité inférieure, pas du tout. C'est-à-dire que c'est la même absence d'existence absolue, indépendante, etc., sauf qu'elle est indivisible de Rigpa. Donc c'est pourquoi c'est pas une simple absence au sens ultime. Ouais. D'accord. Et c'est ce qu'on fait dans la tradition Gelugpa, par exemple, dans la tradition Gelugpa, dans la phase de perfection, quand la personne est censée méditer. On parlait de la claire-lumière métaphorique et la claire-lumière objet, ou la claire-lumière, la vraie claire-lumière. Et bien là, c'est pareil, c'est la claire-lumière du moment de la mort, donc c'est une affirmation, c'est la conscience, c'est similaire à Rigpa, et qui réalise la vacuité. Et la vacuité est une négation non affirmative. Donc c'est l'union des deux, en fait, c'est l'union du Langtong et du Shantung. Ouais. Donc chez les Gelugpa, il n'y a pas la négation irrémédiable du Shantung, ça dépend de quel Shantung on parle. Et dans la tradition Nyingma non plus, on n'accepte pas nécessairement le Shantung de Dolpopa. Dolpopa, c'est la vérité ultime serait un absolu. Ouais, serait nécessairement dénué des vérités conventionnelles, etc. Et dans la tradition Nyingma, on va dire que le Rigpa essentiel est dénué des vérités conventionnelles. La vérité conventionnelle, ce sera surtout Sem, l'esprit. Dans ce cas-là, oui, ça joue. Ça veut dire que la nature la plus subtile de l'esprit est dénuée des consciences grossières. Et nous aussi, on le dit dans la tradition Gelugpa et dans les autres traditions, quand on parle de la phase de perfection, quand on a les 4 vides du moment de la mort ou du moment de la phase de perfection, ces vides sont des shentong, sont des négations de trucs plus grossiers. Ouais, ça vous parle? Ou pas? Là, moi, où ça ne me parle pas, c'est qu'à partir du moment où on parle de quelque chose qui ne serait pas une négation non affirmative, on parle de dualité. C'est ça qui ne me plaît pas. D'accord. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut dire, donc la vacuité est une négation non affirmative, donc en fait, on nie la présence de quelque chose. Ouais. Oui. Mais on constate l'absence. Et on constate cette absence. Voilà. Oui. C'est un exercice intellectuel un peu compliqué. Non, mais j'essaie de comprendre. Au moment où on constate, on est deux. Enfin, il y a la chose et le constateur. C'est ça qui ne me va pas. Alors, pas nécessairement au moment de la réalisation directe. Par exemple, au tout début de l'hommage au Bouddha que fait Arianagarjuna dans le traité Racine de la voie médiane, quand il dit à Nirodham, à Nutpadam, etc., sans cessation, sans production, sans unité, sans diversité, etc. Et on pourrait rajouter sans sujet ni objet. C'est-à-dire qu'au moment de la réalisation directe de la vacuité, on ne se dit pas je suis en train de réaliser la vacuité, etc. C'est, comme on l'a dit, c'est en l'absence de toute apparence dualiste. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que la personne comment dire, la personne n'est pas en train de se percevoir, en train de percevoir la vacuité. Donc c'est une vision yogique en fait. Exactement. Oui. Mais si on parle de cette réalisation directe de la vacuité, c'est nécessairement non dualiste. Si c'est conceptuel, c'est dualiste. Ouais, là c'est obligatoire. Je pensais à Rigpa. Et pour le Rigpa, normalement, si la personne réalise vraiment Rigpa, pas la laya ou pas des consciences grossières, pas simplement un shamatha sur la conscience mentale grossière qu'on pourrait confondre facilement avec Rigpa, il y a beaucoup de dangers par rapport à ça, mais même dans le Mahamudra, de toute façon. Si la personne, normalement, réalise vraiment Rigpa, il n'y a pas de dualisme, il n'y a pas de dualité. Ouais, ça veut dire que même si les consciences sensorielles ne sont pas bloquées, ces personnes ne s'engagent pas activement dans les consciences sensorielles. Ouais. C'est ça, c'est l'esprit au-delà de l'esprit. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est alaya. Exactement, tout à fait. Donc le problème, c'est qu'il faut bien, il faut avoir un instructeur qualifié qui lui-même a réalisé ça et qui peut vérifier si la personne, parce que
c'est pas suffisant de présenter, de faire l'introduction à Rigpa ou de faire l'introduction à la méditation en général, etc. Il faut que l'étudiant puisse comprendre ça. Et parfois, ça prend des années. Parfois, ça prend des années. Parfois, l'étudiant réalise après quelques années ce que son maître lui avait introduit au cours de l'introduction au Rigpa, au rayonnement dynamique, etc., etc. Et donc, ça peut prendre plusieurs années. Mais en tout cas, il faut que le maître vérifie, parce que sinon, c'est facile de se dire, ah bah ça y est, moi j'ai médité Rigpa, etc., alors qu'on est juste dans une forme de, comme dit Bernard, d'alaya, de conscience très neutre, très stable, mais très neutre. Et on a l'impression que ça y est, on y est déjà arrivé. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pourquoi il faut essayer d'avoir beaucoup d'expériences méditatives pour faire la distinction aussi. Hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Parce qu'on peut aussi prendre des mauvais plis. On peut mettre des années et des années et des années à méditer sur une conscience neutre, grossière, etc., qu'on prend pour la réalisation finale. Ouais. Et donc, après, c'est très dangereux. Hein, très difficile de faire machine arrière. Ok, très bien. Et donc, en effet, la vacuité elle-même est une simple négation, ouais, une simple absence. Ouais. Comme disait Jordan, alors on réalise une simple absence. Ouais. On peut la réaliser, cette simple absence, on peut la réaliser conceptuellement et on peut la réaliser directement. N'importe quelle absence peut être réalisée soit directement, soit conceptuellement. Après, il y a des débats par rapport à cette perception directe d'une absence. Certains vont dire non, c'est pas tout à fait le cas, c'est au moyen d'une perception directe. C'est au moyen d'une perception directe, on réalise une absence. Mais certains vont dire que ce n'est pas la perception directe elle-même qui réalise l'absence. Donc il y a juste des petits débats dans le Sutra en particulier, parce que l'absence, elle est réalisée de manière implicite, ouais, quand c'est une réalisation directe. Quand c'est une réalisation non conceptuelle, une absence est réalisée de manière implicite. L'absence ne peut pas engendrer un aspect à la conscience. Ouais. Tout à fait. Et les Prasangika vont dire qu'une perception directe peut réaliser explicitement une absence. La réalisation yogique directe d'un arya réalise explicitement la vacuité. Et toutes les consciences d'un Bouddha réalisent explicitement les choses. Tous les phénomènes, que ce soit des vérités conventionnelles ou des vérités ultimes. Donc ça pose question, comment est-ce qu'une conscience... Moi j'ai du mal avec ça parce que je suis tellement imbibé de Sautrantika et j'ai du mal à comprendre comment, du point de vue prasangika, la conscience d'un Bouddha ou la conscience d'un Arya réalise explicitement la vacuité de manière directe. Ouais, comment est-ce que la vacuité engendre un aspect, hein, donc mais c'est intéressant, il faut se poser ces questions-là. Comment est-ce que, déjà, nous, en tant qu'être ordinaire, comment est-ce qu'on réalise une absence, ouais. On peut réaliser une absence, ouais. Ouais. Par exemple, voilà, vous pouvez réaliser l'absence de courrier dans la boîte aux lettres, vous pouvez réaliser l'absence de thé dans la tasse, vous pouvez réaliser plein de choses, ouais, plein d'absences. Ok. Ouais. Et donc, il faut essayer de vérifier comment ça fonctionne dans notre esprit. Ouais, donc ça, c'est à titre personnel. Il faut essayer de vérifier comment est-ce qu'on a la cognition valide, non conceptuelle d'une absence. Ok. Donc, ça pose question et ça mérite d'être... Et bien sûr, quand on étudiera connaître l'esprit, peut-être que ça va se clarifier parce qu'il y a beaucoup de points sur ces questions-là. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Et donc, simplement pour dire que la vacuité est une négation non affirmative, et donc elle est nécessairement permanente. Et même l'essence pure de Rigpa, ouais, quand on parle de Mohokada dans la terminologie Nyingmapa, on dit que la nature de l'esprit est l'essence pure, ouais, donc c'est la vacuité de Rigpa. Ouais. Ouais. Donc ça reste permanent, cette nature ultime de Rigpa. Rigpa est impermanente, mais sa vacuité est permanente. Ouais. Donc, mais on l'a déjà, c'est pour ça. Hein? On l'a déjà, c'est pour ça. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On l'a déjà, ouais. C'est pas quelque chose qui est nouvellement créé, etc. C'est un truc à découvrir, c'est un truc qu'on a déjà. Oui. Exactement. Donc Oui. c'est tout le boulot. Toi. Hein? C'est parce qu'il est un tathagata, lui. Oui. Non, mais parce on est pollué, mais sinon on l'a déjà, il n'y a rien à faire finalement, pratiquement. Oui. Ben voyons. Alors oui, ne rien faire, c'est très difficile. Hein. Ouais, mais c'est le plus difficile, c'est le plus difficile. Exactement. Exactement. Ouais, et on peut le comprendre de travers. Par exemple, quand Jetsun Milarepa a trouvé son premier maître, qui était Dzogchen Ba, il lui a dit
Si tu ne fais rien la nuit, tu deviens Bouddha la nuit. Si tu ne fais rien le jour, tu deviens Bouddha le jour. Donc, Milarepa n'a rien fait. Et donc, son maître lui a dit, bon, allez, va voir Marpalo, ça va. Très bien, ok. Donc, c'est négation affirmative, non affirmative. En effet, si on regarde du point de vue Nyingma, en effet, du point de vue ultime, c'est une négation affirmative, parce que c'est la vacuité de Ripa. Mais cet aspect vide reste une simple absence d'une certaine manière. Même si dans les textes, ils disent non. Dans les textes, ils disent non, c'est pas une simple absence, parce que sinon, ce serait nihiliste. Voilà. Et c'est intéressant de voir ces débats d'une école à l'autre. Ça permet d'enrichir notre propre compréhension. Hein. Eh bien, ok. Et ensuite, je voulais passer où? Ah oui, alors donc, là, il y aura un truc important, c'est vérité conventionnelle vraie, vérité conventionnelle fausse. Ça, c'est très important aussi. Ok. Et donc, il y a beaucoup de développement. À mon avis, c'est les points les plus difficiles qui sont donnés dans The Two Truths de Guy Newland, quand il parle de vérité conventionnelle vraie, vérité conventionnelle fausse, parce que on peut l'accepter pour les Swatantrika. Les Swatantrika Madhyamika acceptent les vérités conventionnelles vraies, vérités conventionnelles fausses. Ouais. Parce que ce qui est vrai, c'est, comme on l'a dit, c'est ce qui se montre tel que c'est. Ouais, ça veut dire que pour les Swatantrika, les autonomistes de la voie médiane, une table, c'est une vérité conventionnelle vraie. Ouais, parce qu'elle se montre exactement telle qu'elle est. Pour eux, elle a une existence inhérente, elle se montre exactement comme ça, et elle se montre comme étant une table, etc., etc. Donc tout va bien. Par contre, le reflet de la table dans un miroir, si on ne sait pas qu'il y a un miroir et qu'on regarde la table au travers d'un miroir, là, c'est une vérité conventionnelle fausse, ce reflet. Ce qu'il donne l'impression d'être une table, mais n'est pas une table. Ouais. Donc là, ce serait une vérité conventionnelle fausse. Et ce qui est important, c'est que Geshe Dreyfus dit, à un moment donné, il y a la question d'un étudiant qui parle des cornes du lapin, les cornes de lièvre. Ouais. Geshe Dreyfus dit, qu'est-ce qui est faux? Et l'étudiant dit, les cornes de lièvre. Ouais. Et donc ça, c'est pas une vérité conventionnelle fausse. Ouais, pourquoi? Les cornes de lapin? Parce que c'est pas un phénomène. C'est un non-existant. Oui, exactement. Ça n'existe pas, c'est pas un phénomène, donc c'est pas une vérité conventionnelle. Une vérité conventionnelle doit être un existant. Ouais. Une corne de lapin n'est pas une vérité conventionnelle fausse. C'est juste faux. C'est pas une vérité conventionnelle. Ouais. Ok. Donc les Swatantrika font cette distinction et les Prasangika vont dire aussi si ça existe, si c'est une vérité conventionnelle, ça doit exister. Et si c'est une vérité ultime, ça doit exister. Ouais. Ok. Mais les Prasangika vont dire que tout est faux. Tout à part la vacuité est faux. Tout est remis. Ouais, exactement, parce qu'il y a nécessairement cette apparence existence inhérente pour tous les non-Bouddhas. Et on pourrait dire que même un Bouddha perçoit l'apparence d'existence inhérente. Parce qu'un Bouddha est omniscient, donc il perçoit la façon dont nous appréhendons les choses. Ouais. Ok, donc il perçoit l'apparence d'existence inhérente, mais pas selon sa propre perspective. Selon sa propre perspective, il est dénué de ce voile cognitif. Ouais. Et nous ne sommes pas dénués de ce voile cognitif, donc il perçoit comment nous percevons les choses. Ouais. Ok, donc ça c'est très important. Et ok, donc on essaiera d'approfondir cet aspect faux et trompeur la fois prochaine, mais là j'ai peut-être un texte aussi par rapport à ça. On a 10 minutes, donc on peut essayer de le voir. Ce que Geshe avait dit, que le plus dur, c'était d'expliquer la vérité conventionnelle, en fait. Exactement, c'est-à-dire Ganla, il n'y a pas longtemps. Tout à fait, c'est ça qui est très difficile. Et justement, vers la fin du livre, dans quelques pages, Geshe Dreyfus va en parler aussi. Hein. Il dit lui aussi que c'est difficile de voir comment les choses existent. Ouais. Comme une illusion, je crois que c'est ça, une illusion. Et j'avais aussi distingué la tromperie. Ok. Ok, donc on peut regarder ça si vous voulez. Oui. Et démarrer le partage. Très bien. Donc ça, c'est mon blabla à moi, donc je vais l'enlever. Et on va regarder à partir de ce que dit Geshe Tuten Jingpa dans ce magnifique livre. Ah, il est super celui-là. Self-Reality and Reason in Tibetan Philosophy. Donc c'est une étude comparée de plusieurs textes de la Tsongkhapa par rapport, bien sûr, au Prasangika. Ouais. Et donc, Tuten Jingpa dit, nous apprenons que lorsque Samvriti est mis en contraste avec Paramartha, donc conventionnel par rapport à ultime,
concernant la compréhension du statut ontologique des choses et des personnes, donc la façon dont les choses existent. Ouais. Samvriti réfère à une structure valide de la réalité conventionnelle. Si on dit juste samvriti ou kunzo en tibétain, si on dit juste conventionnel, c'est pas nécessairement voilé. Ouais. Donc vous le savez, il y a plusieurs sens de samvriti. Ouais, ça, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a trois sens de samvriti. Ouais. Le sens littéral, ça veut dire qu'il recouvre parfaitement, qu'il recouvre tout ensemble. Ouais. Et donc ça, c'est le sens premier, on pourrait dire, ou littéral. Ça veut dire qui voile la réalité, qui recouvre la réalité. Et il y a un autre sens, c'est dépendance. Ouais. Le sens, c'est dépendance ou relation. Pour ça qu'on parle de vérité relative aussi. Ouais. Et il y a un autre sens, c'est convention mondaine, ouais, loka vyavahara, la convention mondaine. Donc, dans ce cas-là, c'est l'aspect peut-être le moins péjoratif de ce point de vue-là, ouais, la convention. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, c'est ces trois sens de samvriti. Et donc, ici, quand on dit juste samvriti, ça peut renvoyer à la structure valide de la réalité conventionnelle. C'est-à-dire que la table est une vérité conventionnelle, existe conventionnellement, c'est une convention ou une conventionnalité. Pourquoi? Parce qu'elle est observée par une cognition valide directe. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Cependant, samvriti, dans le contexte de samvriti satya, vérité conventionnelle, vérité relative, donc vérité, qui est posée en contraste direct avec Paramartha Satya, donc vérité ultime, constitue notre ignorance fondamentale, notre appréhension innée et erronée, on peut remettre fausse, innée et fausse, qui saisit les choses et les personnes comme étant réelles. Quand on dit Samvriti Satya, là, c'est du lourd, ça veut dire qu'on dit c'est vrai conventionnellement. Ouais. Et donc, c'est vrai conventionnellement, c'est vrai au regard de quoi? De l'ignorance. Et donc, ce qui est vrai au regard de l'ignorance est faux. Ouais. Donc, quand on dit Samvriti Satya, ça veut dire une vérité voilée. Samvriti, c'est plus dans le sens qui obscurcit la réalité. Quand on dit Samvriti Satya, vérité conventionnelle, vérité voilée, etc. Mais quand on enlève Satya, vérité ou réalité, ouais, Sat, ça veut dire exister, ça veut dire être, Sat. Ouais. Ça a donné sédentaire, station, etc. en français, ouais, Sat. Ok, donc ça veut dire existant, exister, etc. Et ça peut vouloir dire réalité aussi. Ouais. Donc une réalité conventionnelle, ça veut dire que ça a une réalité au regard de l'ignorance. Donc ce qui est réel au regard de l'ignorance, eh ben, c'est faux, c'est irréel. Ouais. Ok, très bien. Et donc ça, c'est un sens très particulier de Samvriti, quand on dit Samvriti Satya. Et donc dans ce cas-là, c'est trompeur. Ouais. C'est trompeur quand on dit que c'est une table semble réelle pour notre ignorance fondamentale, eh ben c'est trompeur. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est une distorsion. Et ensuite, il y a une citation ici donnée par Lama Tsongkhapa de Chatushataka, les 400 stances d'Aryadeva, qui dit irréel. C'est un commentaire de Acharya Chandrakirti qui dit irréel signifie seulement manquant d'existence intrinsèque et existant en dépendance. Il dit cela ne signifie pas l'inexistence des choses qui peuvent effectuer des fonctions. Ouais, quand on dit c'est irréel, c'est pas la même chose que quand on dit un mirage. Un mirage est irréel dans le sens où il est faux, dans le sens où il n'y a pas du tout de plan d'eau à la place du mirage. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et donc, il est irréel dans le sens où il est complètement faux. Il est non existant, ce plan d'eau, ouais, qui se donne à voir dans le mirage. Mais ici, dans ce cas-là, irréel, ça veut dire tout simplement qui est dénué d'existence inhérente. Ça ne veut pas dire qu'il est dénué d'existence. Ouais. Ok, donc il faut voir le contexte dans lequel on parle. Ouais. Et ici, il y a un passage qui est très important, à mon avis. C'est deux passages de Kalugje. Dans A Dose of Emptiness, là c'est pareil, c'est un livre juste exceptionnel, vraiment qui suscite l'admiration. Donc il dit, de plus, les Shravaka et les Pratyekabuddha, les Bodhisattvas qui ont abandonné l'ignorance afflictive, ouais, voient les entités composites comme des reflets. Donc ici, on parle des Shravaka, des Pratyekabuddha et des Bodhisattvas qui ont abandonné l'ignorance. On parle de qui? Eh bien, la voie de la vision et de la... Des Aryas, non? Des Aryas, oui. Alors, plus que des Aryas, ouais. Arhat. Ouais, les Arhats et les Bodhisattvas des bhūmis pures, ouais. C'est ça. Les Bodhisattvas des terres 8, 9, 10. Ouais, ils ont abandonné l'ignorance fondamentale, ouais. Donc, c'est plus que des Aryas, ce sont des Arhats, ouais. Ils ont éliminé le voile afflictif, ouais. Ok. Et donc, pour ces Arhats,
comme vous le savez, il n'y a plus l'ignorance qui saisit un soi, vous êtes d'accord? Ouais. Et pour ces bodhisattvas. Mais il y a toujours l'apparence d'existence inhérente en post-méditation. Ouais, quand ils ne sont pas sur la réalisation directe de la vacuité, ils sont en post-méditation et les phénomènes continuent d'apparaître comme s'ils existaient de manière inhérente parce que ça fait partie du voile cognitif. Ouais. Et donc pour eux, elles sont de nature factice, chema en tibétain, factice, ouais, ou fictive, on pourrait dire, et non véritable, car elles ne conçoivent pas les choses comme existant réellement. Les puérils, donc les êtres ordinaires, cependant deviennent confus, le warjepa, sont trompés, confus. Ouais, on pourrait mettre trompés ici. Mais pour ceux qui sont différents, donc ceux qu'on vient d'évoquer avant, les arhats et les bodhisattvas des bhumis pures, en percevant ces entités comme existant en interdépendance, comme des illusions, etc., ces choses composées deviennent pour eux de simples conventions. De simples conventions. Ouais. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est trompeur pour les êtres ordinaires, ou à la rigueur même pour les aryas qui n'ont pas encore obtenu le fruit de leur véhicule. Ouais. Les aryas qui sont... par exemple, les aryas bodhisattvas des bhumis 1 à 7, etc., ou les aryas du véhicule fondamental qui ne sont pas encore des arhats, ils peuvent avoir encore, pourquoi pas, une saisie d'existence inhérente. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent être trompés par l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Mais ceux qui ont éliminé le voile afflictif ne peuvent plus saisir activement l'existence inhérente. C'est impossible. Ils ont éliminé cette ignorance et ces graines. Ouais. Mais pour eux, simplement, les vérités conventionnelles sont factices. Ils comprennent parfaitement que c'est dénué d'existence inhérente, même si ça apparaît comme si ça avait une existence inhérente. Donc pour eux, ce sont de simples conventions, mais ils ne sont plus trompés par cela. Ouais. Mais les êtres ordinaires sont trompés par cela. Et ensuite, Khedrubje dit plus loin, le terme conventionnel dans l'expression vérité conventionnelle, ou vérité conventionnelle, et le conventionnel dans exister conventionnellement ne signifie pas la même chose. Ouais, c'est pourquoi on a plusieurs sens de samvriti. Ouais. Ceci parce que nous appelons quelque chose une vérité conventionnelle du fait qu'elle est vraie selon la perspective d'une conscience conventionnelle, ouais, qui saisit de manière innée l'existence véritable, tandis que quelque chose est considéré comme existant conventionnellement parce qu'une cognition valide qui examine le conventionnel trouve que cela existe, tout simplement. Ouais. Par conséquent, le premier conventionnel devrait être compris comme renvoyant à la saisie innée de l'existence véritable et le second à la cognition valide qui analyse le conventionnel. C'est pas du tout la même chose. C'est le truc à temps. Ouais. Ça joue pour vous? Donc oui, vérité, oui, c'est ça. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'une table qui est saisie comme existant de manière inhérente, c'est une vérité conventionnelle parce qu'elle est conçue comme étant vraie au regard de l'ignorance. Donc c'est une vérité conventionnelle. Et donc, est-ce que ça veut dire que cette table cesse d'exister quand on réalise la vacuité? Non, ça veut dire que quand on réalise la vacuité, cette table est comprise comme étant une simple convention. Ça veut dire qu'elle n'existe que conventionnellement. C'est ça. Et donc, elle continue d'exister et elle est comprise comme étant une simple illusion, comme étant semblable à une simple illusion. C'est-à-dire qu'elle est comprise comme étant existante, elle existe parce qu'elle est observée par une cognition valide conventionnelle, elle existe, et elle est comprise comme étant semblable à l'illusion parce que grâce à la sagesse de la vacuité, on comprend que même si elle apparaît comme existant de manière inhérente, elle est totalement en désaccord, sa nature ontologique est tout à fait en désaccord avec son mode d'apparence. L'être et le paraître ne concordent pas, donc c'est pourquoi elle est considérée comme étant fausse. Ouais. Elle est fausse et trompeuse pour nous parce qu'on la saisit exactement comme la façon dont elle nous apparaît. On peut la saisir comme ça, pas nécessairement, mais on la saisit en général comme étant, on adhère à l'apparence d'existence inhérente. Mais pour ceux qui ont éliminé le voile afflictif, ne peuvent plus jamais adhérer à l'existence inhérente, c'est impossible. Ouais. Par contre, ils voient en effet que la table continue d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente, et donc c'est pourquoi ils disent ce n'est qu'une simple convention. Et donc, comme les textes fondateurs, comme le Madhyamakavatara de Chandrakirti, disent que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, ont nécessairement deux natures, vérité conventionnelle et vérité ultime, même pour un arhat et pour un Bouddha, etc., ils considèrent que cette table continue d'être une vérité conventionnelle, même si pour eux, elle n'est plus vraie. Parce qu'elle continue d'être une vérité conventionnelle pour les autres êtres. Ouais, pour les êtres comme nous, pour les aryas qui n'ont pas éliminé le voile afflictif, cette table continue d'être une vérité conventionnelle. Ouais. Et donc c'est pourquoi, même si un Bouddha
lui, il n'a plus même l'apparence d'existence inhérente selon sa propre perspective. Pour lui, ce n'est qu'une simple convention. Malgré tout, il continue de l'appeler une vérité conventionnelle parce que c'est une vérité conventionnelle pour nous. Ouais, ça, mais elle ne peut plus tromper un Bouddha. Sinon, quel serait l'intérêt d'être un Bouddha? Ouais, si un Bouddha était trompé par l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Donc, c'est là où on fait cette distinction entre fictif et trompeur. Ouais. Voilà. Magnifique, magnifique. Donc ça, c'est très important. Donc j'enlèverai le blabla que j'ai mis moi dans cette page-là, et puis je remettrai juste les citations dans le commentaire dans la vidéo, ouais, de cette vidéo. Ok, bravo. Et donc la prochaine fois, on essaiera de voir un peu plus de détails par rapport à ce qui est faux au regard du Prasangika. Comment est-ce qu'on fait la distinction? Parce que si les Swatantrika sont d'accord pour dire que un mirage est faux et qu'un plan d'eau est vrai, si les Prasangika ne sont pas capables de faire cette distinction, ça veut dire que les Swatantrika sont plus subtils que les Prasangika. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il faut pouvoir expliquer du point de vue Prasangika comment est-ce qu'on peut malgré tout fonctionner dans le monde et faire la distinction entre une apparence totalement distordue et quelque chose qui existe mais qui reste faux, continue d'être faux. Ouais, donc il faut faire cette distinction, on essaiera de voir ça. Donc vendredi prochain, je vérifie si c'est pas de vacances. Le 17, ok, donc normalement c'est bon le 17. Oui, ok, le 17, super. je vois le 17 à 8h30 pour la suite. Merci à tous, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. Bye bye. À bientôt. À ce soir pour le débat. Ah oui. Oui, moi j'y serai pas, hélas. D'accord, c'est pas grave. Merci. Bonne semaine à venir, au revoir. Merci. Salut. Ciao.